Cette semaine, dans le balado, on a la libido dans le piton, on confronte un monstre et on cherche justice. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Je cherche justice, ça peut en être plusieurs. Ouais. La libido dans le plafond, honnêtement, je sais pas exactement auquel tu fais référence. Ah non, pourtant, c'était... Je l'ai vu ce matin et c'est très omniprésent dans le film. Je savais pas si tu parlais d'On sera heureux non plus. Mais non, on va y revenir avec cette libido. Mais disons que c'est quand même une semaine très éclectique en termes d'offrandes de sorties cinéma. Mais je pense que tout, ça va quand même... peut-être qu'Éclectique va caractériser le mois de novembre. Je pense que ça va être pas mal à chaque semaine. Des films très pointus, des films de candidats d'Oscar, puis des blockbusters au travers, puis des petits films... coup de vent, là. C'est pas tous les films, je pense, qui sortent dans cette période-ci qui veulent traverser le temps des fêtes. Il y en a certains qu'on sent que oui, puis d'autres que c'est dans un petit blitz, un petit 2-3 semaines, puis c'est ça. Là. Donc, allons-y avec les actualités de la semaine. Je me lance, comme d'habitude. Je n'ai vu passer une, je l'ai pas noté, puis je me dis, c'est sûr que tu vas l'aborder. C'était laquelle? Ça implique un célèbre comédien qui a eu sa rédemption depuis 2 ans. Ouais. Une énième suite inattendue. Ben toi, j'imagine que ça doit faire des parties des films que tu as appréciés plus jeune. Oui, mais j'ai pas un gros tatou dans le dos pas capoté dessus. Sur la momie, on parle ici. Bien sûr! Alors, Brendan Fraser et Rachel Weisz qui se réuniraient pour un 4e momie, qui relancerait le côté aventure sympathique qui avait fait le succès des 3 premiers, là, même si ça allait un petit peu le 3e était un petit peu plus faible là, quand même, mais c'est quand même un succès. Je sais pas trop pourquoi il n'y a pas eu de 4e tout de suite. Peut-être que justement il était plus faible, on va attendre un peu, des problèmes, contrats, il y a eu plein de... Exact. Mais tu as eu Brendan Fraser qui s'est retiré quand même un certain temps aussi. Puis quand il est revenu hot avec The Whale, il est revenu tout court et il est revenu hot. Là, tout le monde lui posait des questions. Mais là, t'es de retour, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu en faire? Puis il avait dit, ben oui, moi j'aimerais ça. J'aurais pas de problème à reprendre le rôle de ce personnage. J'ai oublié le nom du personnage. J'ai oublié moi aussi. Je savais pas si c'était ça. Mais non, je l'avais pas noté. Mais à souligner quand même que derrière la caméra, ça sera le duo de Radio Silence, quand même, Matt Bettany Open et Tyler Gillette, qui ont relancé la franchise Scream, entre autres dans les dernières années. Fait que déjà là, je trouve que c'est peut-être gage d'une certaine qualité. Mais je pense qu'on va garder... Inventivité et tout. Ouais, c'est ça. Tout en gardant un peu le côté peut-être un peu cheesy série B quand même des films. Là, même si c'était à gros budget, mais ça se prenait pas au sérieux. D'ailleurs, c'est ce que Brendan Fraser mentionnait aussi. Qui manquait dans la version avec Tom Cruise. Ouais, de revenir à quelque chose de peu plus... goofy, un peu. Goofy, ouais, c'est ça. J'espère. On dirait que la ligne naturelle va être comme de dire, ils ont genre 50 ans, fait qu'il va y avoir une espèce de passation des pouvoirs, puis ça me tente pas. Non. Déjà, ça me tente pas. Indiana Jones l'a fait genre 2 fois. Puis c'est comme un classique, là. La personne qui revient, puis il va y avoir un jeune, puis là, on le sent qu'il est en train d'y léguer les clés de l'aventure, puis c'est comme... s'il vous plaît. Là. À suivre, donc. Qui fait juste ses affaires, là. Ils sont pas obligés d'avoir des enfants, puis tout. Je sais plus s'il y en avait dans le 3. J'ai pas vu le 3, moi, je dois confesser. C'était avec Jet Li. Ouais, puis je sais que Rachel Weisz n'était pas dedans, elle avait été remplacée par une autre comédienne, mais là, je sais plus pourquoi. Mais bref. Donc, parlons aussi d'un autre... Et ça serait en 2027, 26? C'est pas de date d'annonce encore. On travaille sur le projet. Ouais, c'est ça. D'accord. Contrairement à cette nouvelle annonce d'une nouvelle suite de Legacy, qu'on peut ainsi dire, Gremlins 3, officiellement une date de sortie. On sait que ça faisait quelques années que les rumeurs... c'est dans un an, je me trompe? 27, 2 ans. OK, novembre 2027. Donc, ça va être l'Action de grâce américaine, si on cible novembre 2027. Bonne nouvelle, c'est Chris Columbus, donc le créateur, le scénariste. C'est pas lui qui avait réalisé, mais il avait écrit. Puis c'est fou que Chris Columbus, à cette époque-là, il avait genre 24 ans. C'était son premier scénario, Gremlins, qu'il avait soumis à Steven Spielberg. Puis Spielberg avait dit écoute, oui, je te l'achète, puis on produit. C'est comme assez fou. Puis c'est Joe Dante qui avait réalisé. Puis Columbus est quand même demeuré dans l'orbite de Spielberg quelques années parce qu'il avait aussi scénarisé The Goonies sur une idée de Spielberg. Puis lui, son premier film, ça a été Maman, j'ai raté l'avion? C'était Adventures in Babysitting. Ouais, comme réalisateur. Ouais. Donc, Chris Columbus... C'est pour ça que c'est fou qu'après, tu dis « Ah, il a fait les 2 premiers Harry Potter, ça doit être un monsieur de 70 ans. » C'est comme, non, c'est juste qu'il a commencé tellement jeune
C'est fascinant. Là, il y a genre une cinquantaine d'années. Il doit être un peu plus dans soixantaine. Soixantaine, OK. Ouais, c'est ça. Fait que Spielberg devait être fin trentaine dans ces années-là. Fait qu'on peut-être comme une 10-12 ans de différence. Mais la bonne nouvelle, donc Spielberg va produire également sous sa bannière Amblin. Et c'est Chris Columbus qui va réaliser le film. Donc, en plus d'écrire, de scénariser, de co-scénariser, parce qu'on a une petite équipe. Donc, il va être aussi derrière la caméra. Joe Dante est toujours vivant, mais je pense qu'il est peut-être à la retraite. Ça fait plusieurs années. Le projet. Peut-être qu'il aurait toujours voulu en réaliser un. Exact. C'était une époque qu'on disait, le scénario, oui, mais là, on ne te confiera pas tout le budget. C'est ça. Donc, je suis curieux de voir. J'espère honnêtement que ça va être plus dans le ton du premier que de la suite. Mais je sais que pour beaucoup, c'est un film culte. Mais honnêtement, moi, je déteste Gremlins 2. Trop goofy, justement. Trop goofy, oui, effectivement. Alors que le premier était plus dans le ton horreur un peu et tout ça, comédie d'horreur. Donc, on en jugera dans 2 ans. D'après moi, ça va ressembler plus quand même au deuxième. Peut-être pas aussi, justement, électriquement sauté, mais je pense qu'ils vont le faire un peu léger. L'important, et je pense qu'ils doivent l'avoir dit jour 1 sur la table, c'est que ça prend des marionnettes. Là. Tu veux pas juste des bébés dans CGI. Là, exact. Non, j'ai l'impression qu'on va revenir effectivement à cette bonne vieille méthode que Grogu a contribué à populariser. C'est vraiment une poupée, ou enfin une créature articulée, une marionnette. Autre projet qui, moi, me tente, on retournerait dans l'univers des Muppets, mais cette fois-ci avec Miss Piggy, qu'on n'a jamais eu. Ça a été toujours des films avec Kermit au cœur du film. Mais là, ce serait Miss Piggy. C'est produit par un drôle de duo, Jennifer Lawrence et Emma Stone. Ah ouais, OK. Power couple. Vraiment. Des amis, en fait. Sont de grandes amies dans la vraie vie. Donc, alors, ils sont en discussion avec Disney, les ayants droit de Muppets, pour produire un film sur Miss Piggy. Ah, OK. Fait que, à suivre. Mais ça pourrait être très cool, je pense. Si c'est bien fait. Si j'ai bien compris aussi de l'univers des Muppets, c'est que je pense qu'il va y avoir un spécial télé là, sur Disney+, probablement. Ouais. Puis ça a l'air d'être un coup de sonde là, pour voir, genre, est-ce qu'on pourrait refaire une saison? Est-ce qu'on pourrait refaire des films? Est-ce que ça va être quoi l'intérêt que va générer ce spécial-là? Puis peut-être qu'ils attendent un peu ça pour donner l'aval à différents projets, pour dire, bon, c'est-tu encore cool, les mopettes? Mais le reboot qu'il y avait eu avec Jason Segel, c'était très le fun. Ouais, j'ai pas vu. Mais je pense que pour les fans de l'univers, c'est dans les... dans les meilleurs films les films, c'est ça, les plus réussis. Tu sais. Après les 2 premiers. Et dernière petite triste nouvelle, je veux juste quand même le souligner, le décès quand même, écoute, ça continue à s'accumuler. C'est Diane Ladd, quand même pas un nom aussi prestigieux que Robert Redford, mais c'est quand même une actrice qui a été 3 fois nommée aux Oscars. Elle avait joué dans le film de Martin Scorsese, Alice Doesn't Live Here Anymore, mais c'est surtout la mère de Laura Dern aussi, même, donc qui est décédée à 89 ans. On n'a pas révélé la cause, mais j'ai l'impression que c'est peut-être une maladie quelconque. Et qui avait eu 2 nominations dans 2 films où elle avait joué avec sa fille, Laura Dern, donc Wild at Heart de David Lynch en 91 et Rambling Rose en 92, donc 2 années consécutives. Donc, ça fait lui porter chance dans les projets. Donc, quand même, une actrice qui a laissé sa marque dans les années 70 et les années 80 surtout. Bonne annonce? Oui. Une petite vite, peut-être? Oui. Qui est finalement une très longue. J'ai un peu plus d'infos. Kill Bill de Whole Bloody Affair. On en a parlé il y a quelques semaines parce que ça a été annoncé aux États-Unis. Le gros programme double, je ne sais même pas s'il y a une pause pipi, sûrement quand même. Il doit y avoir une intermission. Oui, c'est ça. Oui, parce que le ton des 2 films change. En tout cas, fait que les 2 Kill Bill, volume 1, volume 2, collés ensemble, ça dure à peu près 4h15. Là, on l'avait annoncé, mais là, on ne sait jamais. Canada, Québec, qu'est-ce qui se passe? Lionsgate a confirmé que c'est eux qui ont les droits. Ça va sortir le 5 décembre, en anglais seulement. Fait que, mais là, je ne sais pas si beaucoup de cinémas vont se pitcher dans l'aventure parce que c'est quand même... période de l'année où il y a beaucoup de... Ouais, c'est ça, puis c'est exigeant à projeter et tout. Puis tout de suite après, c'est Noël, puis tout. Fait que, j'imagine que chaque ville va trouver un cinéma ou quelque chose qui va être intéressé. Là, fait qu'à suivre. Puis c'est sûr qu'aux États-Unis, là, je mets mon grain de sel là-dedans. Il y a des salles qui sont en 35 mm puis 70 mm puis tout, mais pour la plupart, ça va être en DCP, là, en numérique, là, finalement, version restaurée, etc. Donc, certains aiment peut-être moins ce cachet-là.
J'aimerais ça. Fait que là, tu dis, en même temps, c'est quand même, c'est pas si vieux que ça, là. Ça a 20 ans. T'as des Blu-ray chez vous, des DVD. Fait que, tu sais, je pense que l'attrait va être sûrement plus le IMAX. J'ai l'impression qu'IMAX vont l'offrir sur certains de leurs écrans, j'imagine. Moi, je pense pas. Parce que c'est sûr que ça va être un petit peu plus long, mais il va être encore dans le Wicked Zootopie. Il y a une semaine entre les deux, même pas. Entre Wicked Zootopie, il y a 4 jours. Fait que là, ils vont passer... on dit toujours Zootopie, mais ça, c'est en français de France. C'est quand même Zootopia au Québec. Là, mais en tout cas, Zootopia, est-ce que... Ils vont sûrement faire 2 semaines de Zootopia. C'est à moins qu'ils le mettent. Des projections spéciales IMAX, peut-être. Oui, c'est ça. Peut-être certains screenings à suivre. Là, mais bref, ça va quand même se rendre au Québec et tout. Mais en version limitée, puisque ça va être en anglais seulement, pas de sous-titres. Fait que... si j'ai la chance de le revoir, moi, j'aimerais bien ça, honnêtement. C'est ça. Ça fait déjà une dizaine d'années, peut-être. Là, j'avais écouté avec mon garçon. J'y avais montré ça. Pour qu'il s'endorme. Il était en dos. Non, il était en dos. Non, il a bien trippé. Fait que je serais bien curieux de réécouter. Mais moi, Kill Bill fait partie de mes préférés de Tarantino. De content. Ouais, plus que Pulp Fiction. Même. Et autre bande-annonce? Ouais. Projet qui a été décalé quelques fois au calendrier, mais là, ça y est, c'est béton. Ça sort le 24 avril. C'est Michael de Antoine Fuqua, un biopic sur Michael Jackson. On nous montre, c'est un comédien peu connu quand même. En fait, c'est le neveu de Michael Jackson, Jafar Jackson, qui est le fils de Jermaine Jackson pour les fans des Jackson 5, quand même. Fait que là, My Two Cents là-dessus, c'est pour le meilleur et pour le pire. Sauf erreur, Antoine Fuqua n'a pas fait dans ce genre de film-là. Il était beaucoup plus dans les films d'action avec Denzel Washington. Puis... fait curieux de voir ça. On voit des premières images, c'est plus une espèce d'accroche, un teaser d'1 minute et demie, très cool. Des images en studio avec Quincy Jones, en spectacle. On réplique les moves. Oui, c'est ça. La petite voix douce et aiguë, etc. Mais tu sais, Michael, c'est pas juste brillant, parce qu'il est décédé, mais il est décédé avec une bonne polémique, puis un secret, puis la controverse, puis tout. Puis là, dans le projet, il y a son frère, puis tu sais, je pense qu'ils n'auront pas de gêne à mettre que leur père les battait, puis qu'ils étaient un petit peu abusés physiquement, puis monétairement, puis tout. C'est ça, sûrement parce que Jermaine l'a vécu, fait qu'il va falloir en parler. Mais là, après, tout ce qui est genre la chambre à coucher, mettons, là, puis le parc de Wonderland, puis le petit singe, puis toutes ces affaires-là, je suis pas sûr que ça va être dans le film. Je pense que c'est un film qui va être quand même genre faisons-lui une belle statue. Là, c'est sûr que c'est du producteur. Souvenons-nous des chansons comme elles sont bonnes. C'est du producteur de Bohemian Rhapsody, déjà en partant. Fait qu'on voit l'enrobage très sucré. Très chocolaté. Oui, tout à fait. Je pense que visuellement, ça va être très beau de ce qu'on a pu voir. Je pense que ça va être bien recréé. Mais j'ai hâte de voir quand même, parce que j'ai fouillé un peu, j'ai su pourquoi qu'on avait repoussé finalement la date de sortie. Okay. C'est qu'ils ont dû retravailler tout le 3e acte du film, parce qu'effectivement... Ça devait-tu être un diptyque, c'est ça? Pas au début, mais ça s'enligne peut-être pour. Okay. Fait que ça, Lionsgate viennent d'annoncer justement, quand ils ont dévoilé la bande-annonce, qu'ils ont peut-être une idée pour un 2e film, mais on ne sait pas si ça va être comme coupé entre les deux, ou si on va quand même avoir... une fin pour celui-là, puis revenir avec autre chose plus tard. Ça a été déterminé, mais ils sont très confiants du succès commercial du film. Mais non, c'est surtout que, effectivement, il semble avoir qui aborderait la question des abus, parce qu'il y a un des accusateurs de Michael Jackson qu'au niveau légal, une entente qui ne peut pas être mise à l'écran, même dans une fiction. Et apparemment, il a levé sa clause. Non, qui était dedans, finalement. Fait que c'est un avocat de Lionsgate qui n'a échappé qui a échappé le ballon. Là. Non, en fait, ils ont tout tourné. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme, non, ils sont rendus. Non, là, exact, c'est ça. Fait qu'on vous ne pouvez pas faire ça. Fait que là, ils ont dû retravailler tout ça. Donc, j'ai hâte de voir. Mais tu sais, ça va être sur quel ton, quel angle. Ça reste à déterminer. Mais en tout cas, si on tasse tout ça quand même, ne serait-ce que juste pour entendre les chansons de Michael Jackson au grand écran pour les plus nostalgiques qui ont connu l'époque dont je fais partie. C'est sûr que je pense qu'on va quand même vibrer à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Mais moi aussi, j'écoutais beaucoup ça quand j'étais jeune. Ça jouait beaucoup à la maison. C'est sûr que j'ai plus connu la sortie de
Bad, là. J'ai plus connu Michael Jackson blanc. Là, c'est ça pareil. Là. Il se pognait la poche un peu souvent. C'est ça, Bad puis Dangerous. Là. C'était plus ces tournées-là, les grands shows là, chorégraphiés et tout. Fait que, mais oui, je suis curieux. Je suis pas excité, mais je suis curieux de voir. Ben moi, j'avais eu le gant de Michael Jackson en 85, j'imagine. Non, mais une réplique? Là? Oui. Ok, je pensais que tu étais allé dans un show où tu avais pogné ça. Non, écoute. Tu étais allé en loge. J'ai une petite surprise pour toi, oui, Patrick. C'est ça. Non, est-ce que c'était... à partir de Thriller, ils ont commencé à vendre plein de produits dérivés. Il y avait des cartes à collectionner que j'avais aussi. Ouais, le fameux jacket aussi. Ça, j'ai pas eu, mais oui, effectivement. Fait que c'était tout un phénomène. Oui, on le voit même dans le petit teaser, le fameux clip de Thriller. C'est par qui donc qui a été réalisé? Quelqu'un de gros? C'est John Landis. Ah ouais, c'est ça. Quand même... fait qu'il avait fait Animal House à l'époque et tout ça. Donc, voilà, à découvrir au mois d'avril, tout simplement, pour Michael Jackson. C'est une grosse semaine pour Lionsgate, finalement. Oui. Ben, j'imagine que tout ça fait sens avec la semaine prochaine, Now You See Me 3. Fait que c'est pour ça qu'ils sortent des bandes annonces. Bien sûr. Avec quoi veux-tu commencer? Ben, on va aller dans le québécois. Restons près de chez nous avec On sera heureux de Léopold. Mais serons-nous si près de chez nous que ça? C'est un film qui a un volet international quand même, mais oui, se déroule majoritairement à Montréal. On sera heureux, le 20e film de Léopold Poplate, et qui, je vais dire tout de suite, elle va avoir un prix RIS spécial hommage carrière accomplissement et tout, dans un mois, finalement, le 7 décembre, lors du Gala Québec Cinéma. Elle tourne quand même fréquemment, parce que c'était Hôtel Silence qui était sorti. C'était au printemps 2024, il y a 18 mois à peu près qu'on avait jasé avec elle. Ouais. Mais je pense qu'entre les deux, entre Hôtel Silence puis On se mariera un jour, quelque chose comme ça, là, avec Sophie Nélis, là, il y avait eu un bon gap. C'est juste que là, il y a 2 films récemment, parce que je me souviens que quand on parlait d'Hôtel Silence, il y a-t-il d'autres projets? Puis elle disait, oui, je travaille sur blablabla, c'est donc ça ici. Mais là, en fait, on l'a rencontré, on lui a pas posé la question. Je ne sais pas s'il y avait d'autres projets en chantier. Souvent, ils sont attachés à des choses qui ont besoin du financement ou qui sont en approbation d'eux. Fait que c'est très possible. Bref, on sera heureux. On va suivre le parcours de Saad, un jeune Marocain exilé au Québec qui est prêt à tout pour sauver l'homme qu'il aime. Un réfugié iranien menacé d'être envoyé dans son pays où une mort certaine l'attend, puisque l'homosexualité, c'est pas très bien vu là-bas. Pour tenter l'impossible, Saad va, pendant que son ami Reza est caché, il va séduire un influent porte-parole du ministère de l'Immigration en essayant de... passer par la porte d'à côté pour pas faire de jeu de mots salace. Passer par la porte d'à côté, prendre un raccourci pour se rapprocher de la ministre de l'Immigration pour essayer de vraiment porter la cause de son ami Reza là, devant. Parce qu'on sait que la ministre, elle peut changer, elle peut interférer et donner l'aval. C'est ça, battre la bureaucratie. Fait que c'est une situation où chaque décision et chaque action de Saad va entraîner encore plus de ramifications. Lui qui cache aussi un secret sur sa véritable identité. Fait qu'un genre de thriller politico-social sentimental. Pas mélodramatique, mais parce qu'il est en relation, les deux immigrés ensemble, mais qui se rapproche d'un autre personnage, là, ça va se mettre à mélanger ses sentiments. Fait qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est très bien travaillé. Pourquoi? Parce que c'est écrit par Michel-Marc Bouchard. Son premier scénario original pour le cinéma, là, il a fait C'est un homme de théâtre, il y a eu beaucoup de ses pièces comme Tom à la ferme qui ont été adaptées au cinéma. Mais là, il écrit directement ça pour le cinéma et presque directement pour Léopold. Je pense il a dit son producteur rapidement, il a dit « Je pense que ça serait bien avec elle », puis sont liés depuis longtemps. Au générique, c'est sûr que les deux réfugiés, on les connaît moins. C'est le français Mehdi Mescar et Aaron Archer aussi, qui est canado... qui est d'origine iranienne, mais qui est maintenant installé à Montréal. Exact, un peu plus anglophone. Mais dans les visages plus connus, Alexandre Landry, qui joue ce fameux porte-parole qui va s'enticher de Saad, et Céline Bonnier, Paul Amarani, des visages quand même familiers avec l'œuvre de Léopold. Très beau film. Très beau film. Visuellement aussi, c'est Yves Bélanger qui fait la direction photo. On a bien utilisé les moyens. On y reviendra, on a discuté avec l'équipe. Puis c'est pas un film qui a l'air d'avoir souffert d'avoir
de pas avoir atteint, de pas avoir eu les moyens de ses ambitions. C'est sûr que plus d'argent, plus de moyens, t'en fais plus, mais je pense que c'est un film qui est, je sais pas, très honnête, d'une très belle qualité, qu'on a vraiment bien utilisé toutes les ressources qu'on avait, autant les humains, leurs talents. Ça repose sur les épaules fortes de ces 3 comédiens-là qui ont tous chacun leur agenda secret, chacun leur sensibilité dans les personnages, chacun leurs difficultés et leurs blessures. Fait que c'est un film très complexe, mais qui s'écoute très bien, finalement. Oui, tout à fait. Et tout en délicatesse. On sait que Léa Paul est quand même une grande réalisatrice qui aime traiter de sujets délicats aussi. Donc, évidemment, on parle de l'homosexualité dans la religion puis l'homophobie, musulmane, l'homophobie et tout ça. Fait que, sujet intéressant, bien porté à l'écran, un peu avec les codes, tu l'as dit, un peu du thriller politique. Ouais, c'est ça, qui met un peu de manipulation, de mensonges, là, on saupoudre ça. Oui, c'est ça. Donc, quand même, un scénario assez captivant, bien écrit par Michel-Marc Bouchard. Et moi, la force, c'est le trio des comédiens. Les 3 sont vraiment excellents, très charismatiques. On croit à leur liaison, à leur amour, à leur histoire. Et petit coup de cœur peut-être pour Aaron Archer, honnêtement, pour qui c'était un premier rôle quand même au cinéma. Il a auditionné alors qu'il finissait son conservatoire d'art dramatique. Un anglophone qui réussit quand même à parler bien français. Et d'autant plus, d'ailleurs, c'est très sweet quand, dans le balado Mehdi, a remarqué il se débrouille vraiment bien maintenant, après 1 an après le tournage et tout ça. Fait que je trouvais qu'il y a une belle complicité entre les 3. Puis honnêtement, je pense que c'est un acteur qu'on doit surveiller. Là, il est très, très charismatique. Fait que si vous aimez film social un peu, je pense qu'on sort heureux est une très belle réussite. Ouais, je pense que le film va avoir un bon succès, il va rayonner auprès d'un certain public, puis parce que Léa Paul aussi, c'est son fanbase. Bien sûr. Puis, tu sais, c'est pas un film parfait, là, disons, mais c'est un très bon film. Puis je pense qu'il va peut-être voir des critiques qui sont plus dans le 3 étoiles, mais je pense que c'est un 3 fort. Là. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment un beau sujet de discussion, puis tout. C'est choquant dans le bon sens du terme et tout. Là. C'est pas provocateur. Là. Non. Puis toutes les scènes aussi intimes est fait avec doigté et tout ça. Là, fait que avec goût. Qui était d'ailleurs une de ses appréhensions, parce qu'il est plus habitué de tourner avec des femmes qu'avec des hommes. Fait que c'est ça. Bref, on a eu l'épisode spécial. Je l'ai mis en ligne hier soir tout juste. Là, fait que avec Léa et Michel-Marc, puis ensuite avec les 3 comédiens, donc Alexandre, Mehdi et Aaron. Donc on vous invite à aller écouter ça si vous voulez en apprendre un peu plus sur le tournage. On n'a pas eu le temps finalement. L'épisode dure quand même, je pense, 40 minutes, là, mais c'est comme 2 blocs et tout. Mais je trouve qu'Alexandre, autant Mehdi a un rôle complexe parce que c'est lui qui est un peu le manipulateur puis qui se laisse prendre un peu au jeu de ses sentiments là-dedans. Mais Alexandre aussi, je trouve ça épatant d'arriver à jouer cette fine ligne de quelqu'un qui est bienveillant, qui est bon, qui est gentil, qui est généreux, qui est en amour, mais qui n'a pas l'air d'un gros niaiseux puis du gros dindon de la farce. Il ne faut pas non plus qu'on le prenne pour un imbécile. T'sais. Non, il y a une certaine dignité. C'est ça. Je trouve que c'est bien joué / bien écrit pour ça. Fait que voilà, on sera heureux à l'affiche, je sais pas, là, sûrement quelques dizaines d'écrans au Québec, là, j'imagine une trentaine, certains. Excellent. Alors, moi, je pense que c'est mon coup de cœur de la semaine. Allons-y avec Nuremberg de James Vanderbilt. Oui, c'est sûr que ça parle de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, voilà. Je suis présent à ce moment-là. Oui, c'est ça. Toi, tu prenais-tu pour l'Axe ou pour les Alliés? C'est, comment le décrire? C'est Nuremberg, c'est le procès Nuremberg. Donc, en 1946, la Deuxième Guerre est finie. Les Allemands ont capitulé. Mais là, on se dit, ça a quand même pas de maudit bon sens ce qui s'est passé. Ouais. Mais là, c'est comme internationalement, là, qu'est-ce qu'on fait? Là? Ils sont pas criminels dans chaque pays, ils sont quand même criminels partout. Fait qu'on va comme unir les pays des alliés un peu pour dire, on va faire une espèce de tribunal international, ce qui mène un peu aux droits de l'homme, etc., comme toute la citoyenneté. Puis tous ces méchants nazis-là qui ont créé les camps de concentration, qui ont fait des expérimentations, qui ont dirigé la guerre, là, il faut se rappeler qu'Hitler s'est gonné dans la tête. Bien sûr. Mais pas son deuxième. Son bras droit, Hermann Göring. Göring, c'est ça qu'on dit? Ouais. Göring. C'est donc lui qui vient
le chef par dépit de tout ça. Fait qu'on va la tête d'affiche. Ouais, c'est ça. Fait que Nuremberg, le film, est donc une espèce de thriller judiciaire à comment on va faire pour les faire avouer toutes leurs horreurs pour que tout le monde ensemble on dise vous êtes condamné à la pendaison finalement, là, ça va être la peine de mort. Le film se centre quand même beaucoup sur Göring, justement, qui est joué avec brio par, on parlait d'épaules fortes, bien ce sont celles de Russell Crowe, un grand comédien. Et il y a Rami Malek qui joue un psychiatre, justement, que c'est lui qui est chargé de pas mal enquêter sur eux. Il y a Michael Shannon qui est le juge, je pense, américain. Oui, je pense un juge de... non, il veut être sur la Cour suprême. C'est un juge quand même. Mais c'est un Américain, parce que des fois, il y a des Anglais aussi. Il y a Richard E. Grant, il y a une couple de pays comme ça. Fait que ça donne un film quand même chargé, justement, 2h30, évidemment, mais qui fonctionne très bien, qui est un peu quand même Wikipédia dans une certaine façon, parce que c'est le défi de ça pour James Vanderbilt, c'est de dire, comment je peux synthétiser tout le climat sociopolitique du moment, puis mettre ça dans un film, puis sans que ça coûte 96 millions non plus. Là. Fait que c'est une forme de film à petit budget pour présenter ces enjeux-là, mais avec des bonnes performances d'acteurs. Et qui se centre beaucoup sur un livre qui a été écrit d'ailleurs sur ça. Donc, de Nadine, de sur cette relation. Psychiatrist. Exact. Donc, l'emphase est vraiment mise sur ce duo-là, en fait, qui fait penser un peu à Clarice Starling et Hannibal Lecter. Là. On est dans ce fil-là un petit peu. Sauf que c'est pas qu'il l'aide, c'est que lui, il faut qu'il le brise. Là, mais l'autre, il le manipule aussi à sa guise. Voilà. Fait que, très intéressant, mais comme tu l'as dit d'entrée de jeu, tout ce qui touche la Deuxième Guerre mondiale me passionne. Je trouve ça le fun qu'on réussit, avec tout ce qui s'est fait, à amener toujours une nouvelle lumière sur ces événements-là. Ici, on est dans le très classique. Là, on est très loin de Zone of Interest, sorti il y a quelques années. Ça. Mais c'est du classique, moi, juste bien fait, comme Hollywood faisait dans les années 50-60, chargé de bonnes prestations. Un sujet que... Je connaissais, mais de très loin, honnêtement. Je n'ai jamais vraiment lu sur cette époque-là, tout l'après l'après-chute du régime et tout ça. Donc, fait que moi, j'ai été fasciné. Je ne suis pas un fan de Russell Crowe à la base. Là-dedans, il m'a vraiment convaincu. J'ai trouvé très bon. J'ai une petite parenthèse aussi sur Russell Crowe. Moi, mon appréhension, c'était de dire, un film, je pense que c'est... coprod États-Unis, Royaume-Uni, je pense, le film. C'est-à-dire, là, tout le monde va parler anglais, puis aucun allemand là-dedans et tout. Puis c'est très bien amené, en fait, parce que Russell Crowe va parler allemand. Moi, je trouve que ça passe très bien. J'ai lu des critiques aussi qui disaient que c'était très bon en général, mais évidemment, je ne parle pas allemand. Là. Je ne sais pas à quel point son accent est impeccable. Puis qu'éventuellement, son personnage va révéler savoir parler anglais, puis que là, il va parler avec son accent faux accent cassé, etc. Fait que tu fais comme, OK, ça fonctionne. Oui, tout à fait. Le scénario est bien construit, puis honnêtement, c'est surprenant de James Vanderbilt comme réalisateur, parce que quand on regarde sa liste quand même... je me souviens plus, il fait pas ça d'habitude. Qu'est-ce qu'il fait? Écoute, lui, surtout scénariste, en fait. Je pense que c'est peut-être son 2e, 3e long-métrage, mais il a scénarisé les Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield, les derniers Scream aussi. Fait que, tu sais, on est vraiment complètement ailleurs. Fait que j'imagine que tu es aussi passionné par le sujet. Mais non, puis il y a des bonnes twists aussi quand même dans le scénario. Là, à la fin, une scène très, très touchante puis un peu inattendue. Fait que vous aimez les films historiques, films de guerre, juste un film très bien fait. Quand même crowd pleaser aussi. On en sort... quelque part, la justice a été faite, pas pleinement, pleine mesure, mais... Non, il y a évidemment des petites séquences toujours un peu plus dures à voir dans ces films-là, mais on s'en cache pas. Fait que moi, j'ai vraiment... Surtout que j'avais pas d'attente, puis c'était un peu casse-gueule, mais je trouve que, honnêtement, Nuremberg va être dans la conversation, je pense, pour plusieurs Oscars. Je pense que oui. Je crois que le fait, par contre, au Québec, que le film est disponible en... version originale majoritairement en anglais, avec sous-titres français, mais il n'y a pas de version doublée en français. Très décevant. Je pense que ça va lui nuire un peu sur sa mise en marché et tout. Évidemment, on recommande quand même chaudement d'aller le voir. Il arrive avec un petit peu moins d'éclat que Conclave l'an dernier, par exemple, qui était
plus trailer, plus une grosse mise en marché. Tout le monde en entendait parler, disons. Fait que je pense qu'il va être un petit peu moins fort que ça, mais c'est pas nécessairement de sa qualité, là. C'est peut-être juste la mise en marché ou autre chose, là. Fait que donnez-vous la peine, comme on dit, c'est dans votre champ d'intérêt. C'est aussi, on connaît le résultat du film, là. Fait que c'est un trailer moins au bout de notre siège. Comme tu dis, il y a des éléments de tension sur certains personnages et tout, là. Je connaissais pas tout ce qui est arrivé à Göring après. Je le connaissais de nom, mais je connaissais pas tant son histoire. Fait que j'ai quand même appris beaucoup de choses. Voilà. C'est intéressant. Donc, fait que voilà, pour Nuremberg, allez-y avant qu'il passe peut-être trop en coup de vent, malheureusement, des fois. Comme tu dis, c'est en version française au Québec. Je sais pas, il y a combien d'écrans. J'avais vu, il y avait l'air d'avoir une quinzaine quand même, là, ce qui est bien, mais on n'est pas dans les 50 écrans que tous les cinémas l'ont sur un de leurs écrans. Là, allons-y avec Christie de David Michaud. Je ne sais pas comment le prononcer, je m'excuse. Oui, il y a un haut accent circonflexe. Ça s'appelle Michaud, mais je sais pas. Il est australien. Exactement. Qui fait pas des films si souvent, mais il nous a offert quand même les très brutaux et bons Animal Kingdom, The Rover. Il a fait The King aussi qui avait terminé sur Netflix il y a quelques années. Le gros attrait de ce film, c'est Sydney Sweeney qui a fait une grosse transformation physique pour incarner Christy Martin, une ancienne championne de boxe féminine, une des premières. On est dans les années 90 en Virginie occidentale, donc cette Christy Martin est pas mal homosexuel, ce qui est quand même dans les thématiques de la semaine. Mais ça passe mal autour d'elle par ses parents très croyants. Et voilà, je ne sais même pas si ils sont catholiques ou chrétiens, en tout cas, quelque chose comme ça. Fait qu'on dit non, ça n'a pas de bon sens, mais on se rend compte qu'elle est quand même bonne, fait qu'on va l'encadrer dans la boxe parce qu'elle se défend bien, elle gagne des petits matchs de même amateur, voilà, et tout. Fait que c'est l'entraîneur Jim Martin qui va la repérer. Puis, ils vont comme, drôle de manière, devenir un couple, se marier, malgré quand même une bonne différence d'âge, une 15-20 ans. Là. C'est-à-dire qu'elle a comme 23, puis il y en a 45, là, une affaire de même. C'est ça, on se demande à quel point il était sous son emprise ou c'était un peu un mariage d'affaires qui faisait un peu l'affaire des deux parce que ça y a ouvert les cercles, tu sais, ça. Ouais, mais lui, je pense qu'il a profité de l'argent puis de tout, parce que c'était un entraîneur de petit gym de boxe boui-boui, là, tu sais. Fait que il va propulser sa carrière puis tout, elle va se rendre à faire des shows, des combats devant des gros combats de Mike Tyson, là, promus par le fameux Don King, le personnage iconique du monde de la boxe et des États-Unis. Sauf que ce méchant Jim Martin-là va avoir vraiment une emprise psychologique et physique sur elle. Puis c'est son combat dans l'ombre, finalement, c'est la violence qu'elle subit par son mari. C'est donc, ça a l'air d'un biopic bien normal d'un drame sportif, de comme, va-t-elle réussir à se battre et gagner le championnat ou quelque chose comme ça, mais finalement, il y a une petite touche un peu plus $1 Million Baby à être comme, le film vire trash à cause des violences domestiques, mettons, qu'elle subit. On n'en dira pas plus que ça, c'est une histoire quand même qui a été médiatisée, justement, c'est au début 2010, parce que l'histoire évolue sur une 15-20 ans, à peu près. Mais fait que c'est à découvrir dans le film tout ce qui se passe. Mais c'est fou, là. Sydney Sweeney elle a pris 35 livres, elle s'est entraînée en quelques mois à faire de la boxe, puis il fallait qu'elle réplique. Ils ont vraiment travaillé pour répliquer les combats parce qu'il y a des images captées, là. C'est pas juste des combats des années 30, là. Fait que contre les adversaires, des combats classiques comme celui devant le match de Mike Tyson, des choses comme ça, là. Non, moi, j'ai trouvé fantastique dans le film. Elle s'efface complètement. Elle s'est transformée physiquement aussi. Fait que je pense que c'est un film à voir pour sa prestation, honnêtement. Mais comme tu l'as dit, je pense mieux qu'on en sait sur elle. Moins qu'on en sait. Moins qu'on en sait, je pense. Mieux c'est. Oui, c'est ça, mieux c'est. Je pense que vous allez être étonné un peu de son histoire que je ne connaissais pas. Pourtant, je suis quand même un peu le sport. Mais je suis pas la boxe pendant. Non, c'est ça, mais tu sais, je me rappelle très bien parce qu'à un moment donné, elle va affronter la fille de Mohamed Ali, j'ai oublié son prénom. Okay. Mais je me souviens très bien quand elle a débuté en boxe, parce qu'évidemment, c'était la fille du père, là, d'une légende. Mais non, une histoire fascinante, je pense qu'il mérite d'être vu. Si vous aimez les films
de boxe, de sport, très humain. C'est à voir. Des parcours insolites. Là, ouais, c'est vraiment atypique. C'est une des pionnières, tu l'as dit, de la boxe féminine quand même aux États-Unis. Fait que... Puis elle est encore en vie, elle a chapeauté le film et tout. Et elle a donné tout thumbs up à Sydney Sweeney, à son interprétation. D'ailleurs, elle était présente souvent pendant les scènes de combat et tout ça. Okay. Puis Sydney disait, c'est drôle parce que je l'entendais, ah ouais, frappe-la là, puis esquive. Puis tu sais, fait que vraiment, on peut pas enlever la combatteuse en elle, mais... c'est ça. Au générique, il y a aussi, c'est Ben Foster, qui est aussi, c'est bien enlaidi pour faire ce rôle-là quand même. Merritt Wever, qui n'est pas un nom connu, mais qui joue sa mère et qui est 100% haïssable. Fait qu'on a bien fait ça. Là. N'importe qui est un petit peu ouvert d'esprit va détester cette madame-là. Et Katie O'Brien, que j'apprécie beaucoup parce qu'elle avait joué dans Love Lies Bleeding, un autre film homosexuel d'action un peu. Elle va être dans Running Man la semaine prochaine aussi. Là, fait que c'est une des filles costaudes. Je sais pas si elle vient du UFC ou du combat. J'ai pas remarqué. Mais il me semble dans le temps que oui. Me semble que c'est ça. Je pense qu'elle a fait des arts martiaux ou quelque chose comme ça. Puis là, traversé dans le cinéma. Voilà, j'ai pas tant d'autres choses à dire sur Christy. Parfait, mais moi, je réitère encore que Sydney Sweeney, les gens ont peut-être un préjugé négatif parce qu'évidemment, c'est quand même une très belle femme, mais elle est très bonne comédienne. Si vous avez jamais vu Euphoria, la série télé, allez écouter ça, elle est incroyable. Puis je trouve ça le fun parce qu'elle pourrait être juste une pitoune au cinéma, mais elle a vraiment pris sa carrière en main, elle produit beaucoup de ses films. Puis je trouve qu'elle a vraiment des rôles audacieux. Là. Son film d'horreur religieux, là, quand même, aussi, c'était... Immaculate, c'est ça. Fait que c'était quand même un tour de force. Ouais, j'ai l'impression qu'elle doit justement suivre les rôles des role models de Emma Stone puis Jennifer Lawrence, justement, comme on dit, puis tout, qui font des gros films pour... Ce qui est un mélange, d'après moi, de faire de l'argent pour faire d'autres choses, puis garder ton nom élevé pour que ça donne... du magnétisme à tes films plus nichés aussi, exactement. Oui, puis tu sais, je pense que c'est un give and take avec les studios. Regarde, je vais vous en faire un, puis financez-moi l'autre. Oui, c'est ça, exact. Fait que voilà. Et parlons de Jennifer Lawrence. C'est quelqu'un qui aime briser aussi son image depuis quelques années. Tu gardes vraiment Prédateur pour toute la fin. C'est genre le film qui est sur le plus d'écran et tout. Mais... Je suis allé à l'inverse cette semaine. D'accord. Die My Love de Lynn Ramsey. Ouais, Meurs mon amour en version française ou sous-titrée française selon les endroits. Lynn Ramsey ne fait pas des films à tous les 2 ans, mais des dernières fois, c'était You Were Never Really Here, un espèce d'anti-film d'action de héros qui défend une jeune fille avec Joaquin Phoenix, puis je pense qu'il dit 3 phrases dans le film. Ah oui, il pétait la gueule avec un marteau, c'est ça. C'était un homme de main qui finalement... trouvait qu'il avait mal agi. We Need to Talk About Kevin sur des tueries dans des écoles avec Ezra Miller dans le temps qu'il était hot. Ben, avant qu'il soit cancellé, plus pas hot physiquement. Grace, qui est une écrivaine et une jeune mère, va sombrer peu à peu dans la folie. Elle puis son conjoint Jackson ont décidé d'emménager dans le Montana un peu en retrait pour dire hey, c'est le fun, cette belle maison-là. Je pense que c'est une maison qui hérite d'un oncle qui rachète ça. On va s'établir ici, faire une famille, ça va être le fun. Mais comme on a vu dans des sujets un peu d'actualité cet automne, le film nous présente une bonne dépression postpartum. On tombe pas dans l'espèce de psychose ou comment on appelle ça donc? En tout cas, la crainte là, de quelque chose d'extérieur comme dans Peau à peau au Québec. Là. Paranoïa, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Mais dans cette espèce de sentiment de solitude, de mal-être de la maternité, de la parentalité, ce qui va faire aussi, puis là on est isolé, on est loin, la famille qu'on voit c'est notre belle famille, ils sont weird. Puis quand le conjoint, lui, a l'air à juste s'éloigner parce qu'il dit c'est plate puis c'est weird, fait que m'aller voir ailleurs puis m'en faire plus de job puis de voyage sur la route. Fait que ce film-là a décidé de nous le faire ressentir. Il est très punk à sa manière. Ouais. Si je trouvais que si j'en avais la force et Fired Legs, I'd Kick You la semaine dernière était oppressant, celui-là l'est encore plus. Ouais. On a souvent une caméra stable, la pellicule est souvent très verte, bleue, là, très malade, un peu moisie. C'est soit caméra épaule puis toute brasse ou caméra statique puis le monde se promène devant. En plus, je pense que c'est square, c'est carré. Quand il y a de la musique, c'est super fort. Fait que tu sais,
Là, et de la musique un peu étrange aussi. La trame sonore est très intéressante. Elle vient vraiment appuyer les moments cette émotion-là. C'est ça, ouais, c'est ça. La rage, des fois, des trucs comme ça. Puis... La petite chanson d'enfant aussi, là, qui tape ses nerfs. Ouais, qui est sur le jeu, oui. Fait que... c'est ça. C'est un film qui veut nous rendre inconfortables. C'est Jennifer Lawrence qui coproduit, joue le rôle titre. Il y a Robert Pattinson aussi qui joue son conjoint. Ça va être des performances qu'on va se souvenir à la fin de l'année. Je me souviens plus si le film a gagné des éloges jusqu'à présent. Il a joué au TIFF. Il a joué au TIFF. Je pense que c'était à Sundance. Je pense que ce genre-là. Tourné à Calgary, quand même. Funny. Vas-y, je te laisse aller un peu. Ben oui, écoute, Jennifer Lawrence porte le film sur ses épaules carrément, de tous les plans ou presque, dans une prestation vraiment originale. Son personnage, quand même, agit au-delà du postpartum. C'est parce que c'est une artiste aussi, fait qu'on la connaît pas beaucoup avant. Exact. Je me souviens de ton entrée en matière. Il y a une bonne libido, là, c'est ça. Oui. Mais ça devient un peu un facteur problématique à un moment donné, parce qu'il dit, ben là, tu veux plus coucher avec moi, parce que comme on voit ça souvent dans un post-maternité. À un moment donné, il y en a un des deux qui est prêt avant l'autre est... Mais là, c'est la femme qui a encore sa libido. Fait qu'un twist intéressant. Mais non, écoute, c'est audacieux. Il faut le dire quand même qu'il y a beaucoup de nudité dans le film. Elle était enceinte au moment aussi, vraiment, de tourner le film de son deuxième enfant. Ah, je savais pas. Donc, elle s'en est pas cachée. D'ailleurs, j'ai lu dans un entretien. Mais tout le film? Ouais. La partie qui est enceinte. La partie qui est enceinte est enceinte, c'est ça. C'est ça. Après, je savais pas si elle faisait tout ça enceinte de 4 mois, genre. Non, c'est ça. Donc, certaines des scènes de nudité, elle était enceinte, pas complètement. Je pense qu'elle était à 4 mois, qu'elle disait à ce moment-là, au début surtout. Mais quand même, ce qui était drôle, c'est que j'avais dans un entretien où la réalisatrice avait dit... Regarde, parce qu'on voit quand même un peu de cellulite, c'est son corps de mère de 2 enfants. Puis elle a dit non, j'assume complètement, c'est mon corps, puis c'est ça que j'ai de l'air, puis fait que je trouve ça quand même honorable de ne pas vouloir tricher. Ouais, elle a une relation très ouverte envers la nudité. Oui, c'est ça. Oui. Donc, fait que oui, mais c'est un film, comme tu l'as dit, intense. Puis, je dirais, c'est If I Had Legs, I'd Kick You. Je dois avouer quand même que on avait peut-être plus d'empathie envers le personnage joué par Rose Byrne. Ici, c'est quand même dur parce que tu l'as dit, on nous présente... C'est très intense. C'est très intense, puis on nous présente rien avant, vraiment. On commence déjà presque dans ce tourbillon-là. Fait que c'est dur un peu de s'identifier avec ces personnages-là. Ça finit, puis on n'est pas tout à fait sorti du tourbillon. Non plus, c'est ça. Donc, fait que c'est comme un objet de curiosité qu'on regarde, qu'on observe. Il faut voir le film comme ça, je pense, plus. Mais indéniablement, c'est un film qui brasse la cabane, puis des émotions, assurément. Puis 2 comédiens qui livrent une prestation à nu, si je devrais dire. Vraiment. Et puis Pattinson aussi, c'est sûr, comme on dit, elle est de toutes les scènes et tout, mais il est super bon dans cette espèce de lividité, c'est le bon mot. Là. Il est comme froid, il est comme, c'est ça, il se retire quand il voit que c'est comme, finalement, c'est rough la famille, puis tout. Là. Et souligner que le film est coproduit par Martin Scorsese quand même, parce que c'est lui qui avait refilé le roman à Jennifer Lawrence, parce qu'il voulait justement produire le film avec elle dedans, mais elle a décidé aussi de devenir productrice. Et à l'origine, c'est un roman espagnol dont l'autrice est argentine et l'intrigue se déroulait en France. Alors, on a carrément américanisé un petit peu le roman. Donc, Puis pour noter, s'il y en a qui le savent, c'est que c'est un film qui est distribué par Mubi. Mais Mubi font des vraies sorties cinéma aussi. Fait qu'il va être sur leur plateforme, mais dans plus longtemps. Là. Fait que là, c'est vraiment, il y a une vie au cinéma. Puis je me demandais, tu sais, des fois, c'est très américain, là, quand même, Mubi, puis ces affaires-là. Fait que j'étais là, je sais pas, ça va être quoi la publicité au Québec et tout. Puis là, ça faisait longtemps, mais en tout cas, j'étais allé me fouiller sur IMDb. Là. Je suis tellement sur Letterboxd maintenant. Puis là, il y a des pubs mur à mur, puis je me souviens plus, j'étais où, peut-être sur des médias sociaux, puis j'ai vu des pubs, puis je suis OK, il y a vraiment... on y croit. C'est vraiment une sortie large. Là. Je pense qu'on veut être dans la course aux Oscars, puis tout, fait qu'on a... C'est pas juste une sortie technique, puis après, on cale ça sur la plateforme. Là, on a besoin que les gens aillent le voir, que ça rayonne, puis pour qu'il y ait des votants qui vont suivre avec ça. Il y a quelques années. Fait que peut-être une campagne un petit peu comme The Substance, pas pantoute le même film, mais aussi forte que ça. En termes de rayonnement. Oui, c'est ça. Parce que suite à The Substance, l'an dernier, ils ont eu d'autres films qui ont été, je pense à Queer de Luca Guadagnino, qui était beaucoup plus modeste comme sortie puis comme rayonnement. Mais là, je pense qu'on met
on met le... Comment on dit ça, non? Pas le tapis, mais pied au tapis, mais on met le tabac. On met pas le tabac, mais on met le... On met toute la gomme. Ouais, je suis désolé, voilà. Ça m'échappe. On met le paquet, c'est ça, tout simplement. On met le paquet, voilà. Et c'est ça, et c'est très senti. Fait on dirait que ces deux films-là qu'il y a eu, là, et Fired Legs, là, qui est encore un petit peu à l'affiche, là, quand honnêtement, les gens qui nous ont écoutés ne sont pas allés le voir visiblement, ou les quelques qui sont allés, c'est ceux qui écoutent mon ciné balado. Fait que je pense qu'il va rester à l'affiche encore un petit temps. Ça, c'est des films qui ont une certaine complémentarité, mais aussi dans performance des actrices qui soutiennent le film sur leurs épaules. Quand on va arriver en février, janvier, qu'on va mettre les nominations, vous allez dire hey, c'est quoi ce film-là? Je sais pas c'est quoi. Ben, c'était là. On était là pour vous le dire. Bon, on les a pas découverts nous-mêmes nécessairement, là, mais tu sais, Christy aussi, c'en est une qui va être dans les conversations. Rami Malek, je sais pas, peut-être, mais surtout Russell Crowe, probablement acteur secondaire. Voilà. On garde le dessert donc pour la fin. Oui, est-ce qu'il va y avoir des nominations ici aux Oscars? On verra bien. Predator Badlands de Dan Trachtenberg. Exactement. Lui aussi, on tourne pas souvent des films. Ben là, il vient de faire un deuxième du volet de Predator, ce qui est quand même une chose rare. On le connaît aussi pour 10 Cloverfield Lane. C'est les 3 films qu'il a réalisés. Ah, seulement? Okay. Je ne savais pas s'il y avait d'autres. As-tu fait de la télé, peut-être? Je sais un pas. Petit peu, mais juste comme un épisode ici et là. Fait que je me pose toujours la question comment ils font pour vivre quand même quand tu sais, je sais pas. Écoute, essaie d'avoir une entrevue, puis ça va être ta seule question. Ça. Comment tu fais pour vivre? Là, tu vas être correct, mais avant... C'est sûr qu'il doit encaisser un bon salaire pour réaliser, mais tu tournes 3 films. Ouais, mais c'est même 10 puis... Cloverfield Lane qui se voulait une suite de Cloverfield, puis tout. Je pense pas que c'était comme un newcomer. Voici 8 millions pour toi. Là. Tu sais, c'est pas, non, c'est ça, effectivement. Pas des arbres tant que ça. Là. Cas particulier, c'est un film, un spin-off de l'univers Predator. Il y a quelques années, il y avait c'est lui qui a mené le film Prey, qui était vraiment un prequel de l'univers Predator, où le fameux monstre, qu'on ne sait pas son nom, qu'on appelle le Predator, arrivait sur la Terre, mais tu sais, genre en 1600 quelque chose, fait qu'il y avait des Premières Nations puis des colons français, puis ça se passait au Canada à ce moment-là. Ça avait été tourné au Canada, d'ailleurs. Puis le film est allé directement sur la plateforme de Disney+, là, aux Stars. Puis il y a eu un genre de backlash de comme « Hey, le film était vraiment le fun. » Puis pour tous les spin-offs boboches qu'il y a eu de Predator, là, maintenant que c'est Disney qui a ouais, parce que les derniers, c'était encore Fox qui était indépendant. Ouais. Maintenant que c'est Disney qui a les droits, ben là, vous noyez ça sur la plateforme. Fait qu'on dirait qu'avec ce succès-là, ils ont fait « Ben, OK, Dan, es-tu capable de nous en travailler un autre? » Pas une suite de ce que tu viens de faire, juste une autre affaire qui inclut des Prédateurs, puis je pense qu'on va sortir ça au cinéma. Fait que c'est un peu ça qui se passe à ce moment-là avec Predator Badlands. Et là, il est allé all-in en disant, ben là, le Prédateur sera plus le méchant. Ça va être lui qu'on va suivre. Fait qu'avant d'arriver sur la Terre, puis là, de tuer des humains, parce que les Prédateurs sont comme des chasseurs. On les a présentés comme ça, c'est des espèces de clans extrêmes qui fait un petit peu World of Warcraft, là, qui sont faits pour chasser puis tuer, puis les plus faibles meurent. Fait qu'on va en suivre un Deck, je pense, qui est, on va comprendre rapidement que par ses frères, son clan, sa fratrie, il est plus petit, il est plus faible, puis ça, normalement, là, tu zigouilles ça, puis il n'y a rien à faire avec ça, tu le laisses même pas en disant il va mourir parce que ça te déshonore. Fait que tu liquides ça. Fait qu'il va se sauver, puis il va aller sur une planète extrême, sauvage, où il va essayer de capturer la grosse bête, la tuer, en fait, ramener la tête de cette grosse bête qu'on n'a jamais vue en guise de trophée pour prouver son honneur, puis comme non, je suis petit, mais je suis capable. Qui, pour ce peuple-là, représente comme une créature mythique, là, impossible à tuer. C'est ça. Fait que, sauf qu'en arrivant sur cette fameuse planète-là, il va découvrir qu'il y a d'autres mondes qui sont là, et c'est là qu'on rentre en crossover avec l'univers de Alien, avec il n'y aura pas de Xenomorph, là, mais la Weyland Corp, là, la fameuse compagnie qui fait tous les voyages spatiaux, puis qui rentre toujours en conflit avec les aliens, mais qui veut le capturer, puis tout. Fait que là, il va rencontrer des androïdes, finalement, dont certaines jouées par Ellie Fanning. Fait que c'est un petit peu le classique du misfit qui est loner, puis je peux tout faire tout seul, qui va rencontrer elle, puis des animaux sympathiques, puis qui vont un peu s'allier pour la grande cause, puis que chacun atteigne ses objectifs. C'est super cool. Ça va pas gagner peut-être des prix techniques, là, mais je veux dire,
on ne fera pas encore c'est le meilleur film de tous les temps, mais pour une suite de Predator, pour un film d'action qu'on suit habituellement le méchant, un peu comme Terminator 1 versus Terminator 2 avait fait, il parle dans une langue inconnue, il est toujours sous-titré le Predator, Ellie Fanning et elle qui parlent pour nous, qui communiquent. Puis c'est un homme de peu de mots, ce Predator-là et tout, mais ça s'écoute super bien. Il y a quelque chose de très avataresque à tout ça, de nous présenter un nouvel univers plein de dangers. C'est une planète où tout est un danger là-dessus. Fait que, puis c'est un petit peu la carabine de Chekhov, là. Toutes les menaces qu'on va voir au fil du récit vont peut-être nous aider plus tard au 3e acte. Pas pour rien qu'on les voit. Ouais, non, voilà. Alors, c'est ça. C'est tourné en Nouvelle-Zélande. C'est un acteur qu'on connaît pas, là. Dimitrius Schuster Koloamatangi, qui est un Néo-Zélandais, qui est plus, finalement, je pense... Un cascadeur. Un cascadeur, un gars d'action. Il a genre 24 ans. C'est lui que... Je sais pas trop comment ça est fait. J'imagine qu'il y avait un saut, puis que les petites dents, on les a refaites en motion cap, puis un hybride entre CGI puis un costume, là. Tout à fait, en plein ça. Fait que, voilà, toi, t'en as pensé quoi? Écoute, c'est très satisfaisant comme film. Je pense que Dan Trachtenberg a réussi à transposer une certaine originalité comme il avait fait avec Prey dans cet univers-là, dans cette nouvelle proposition-là. Très bon réalisateur, honnêtement, qui s'est créé des bombes d'action, de tension et tout ça. Fait que visuellement, c'est super intéressant. Moi, je suis pas complètement conquis par l'approche du prédateur en héros, mais ça, c'est juste moi. Mais ça n'empêche pas que t'en fasses 20 films comme ça, mais pour une fois de même, je trouve ça le fun. En fait, s'ils font ça, puis peut-être qu'à un moment, il va falloir que ça soit un autre réal parce qu'ils s'épuisent, mais de dire, hey, à tous les 3-4 ans, là, où, on fait un film de prédateurs que ça les implique, puis tout. Mais là, vu qu'ils ont mis la Wayland, est-ce que là, le prochain, c'est avec, ils veulent tout de suite les lier? Exact. C'est ça le danger. Depuis Alien contre Predator, on tient vraiment à garder cet multivers-là en place. Fait qu'on verra bien. Mais honnêtement, vous allez passer un bon moment. What you see is what you get. Puis, si on se fait toutes les suites et tentatives de relancer Predator, je pense que c'est quand même le plus satisfaisant là, au cinéma à ce niveau-là. Là, ça, c'est certain. On le sait que c'est comme Terminator, justement, que tu peux pas faire un remake du premier. Ça serait juste trop mal perçu. Écoute. Surtout que c'était la force de tout le concept, c'était d'avoir deux grosses créatures. T'as Arnold qui est plus grand que nature, qui affronte une créature encore plus grande que lui. Ouais, mais tu sais, si tu prends ça juste ça, c'est que tu pourrais prendre le gars qui fait Jack Reacher, là, j'oublie son nom, puis dire, mais ça serait... Ça serait juste, c'est ça. Tu reprends quelque chose qui est déjà fait. Ouais, fait tout que ça simplement. Serait un échec. À moins, peut-être, faut pas dire jamais, mais tu sais, dans 40 ans, là, dans 30 ans, quand Arnold sera décédé, puis là, tout le monde va avoir oublié, peut-être. Mais au-delà de ça... Mais je pense qu'à court terme, c'est pas intéressant. Non, puis au-delà de ça, c'est qu'on connaissait pas la créature à ce moment-là. Surtout dans le premier film, elle est cachée quasiment le 3/4 du temps. On la voit juste à la toute fin, alors que là, maintenant, là, on l'a vu sous tous ses angles. Là, fait que déjà là, ce suspense-là est enlevé. Mais écoute, ce n'est pas la fin parce que Trachtenberg a confirmé qu'il avait initialement pitché une trilogie à Disney quand il avait Prey. Donc, il y avait Badlands. Et le prochain volet, il aimerait ramener le personnage de Dutch, donc d'Arnold Schwarzenegger, dans le film. Alors, on verra bien si ça va se faire. Sur la Terre. Probablement, peut-être. Donc, à suivre. Mais honnêtement, Predator Badlands, ça vaut la peine. Puis, tu sais, je regarde un peu ses réseaux sociaux, puis je pense que beaucoup de gens sont surpris. À cause peut-être de la qualité des derniers films. Je pense que certains d'entre eux n'ont peut-être pas vu Prey non plus. Ouais. Fait que là, c'est comme... les gens sont comme surpris des critiques du film qui sont quand même très positives. Mais ça reste un blockbuster d'action. Mais tu sais, on est dans les clichés, là, mais un papa avec un enfant de... C'est peut-être... Ouais, je pense qu'il est 13 ans et plus. Ouais, parce que c'est pas... Il n'y a pas tant de violence graphique puisque le premier Predator était aussi. Là, exact, même mais c'est ça, mais pour ça, je suis pas sûr. Il est peut-être même général déconseillé. Là, ça se peut. Là. C'est sûr, ça se tire pas mal et tout ça, mais c'est des créatures, c'est des robots. C'est un jeu vidéo, là, finalement. Là, fait que voilà pour Predator Badlands. Voilà, sinon, dans une autre sortie simplement mentionnée, c'est la ressortie de la guerre des tucs animés. C'est le 10e anniversaire. Alors, plusieurs cinémas ressortent ça en fin de semaine, beaucoup de samedi, dimanche. Il y en a qui l'étendent un peu plus. Ça va peut-être continuer dans les prochaines semaines, dépendamment de la réaction du public, si le public est au rendez-vous. Fait que on sent quand même c'est un peu ça, là, quand il y a eu la Fabrique des monstres, il y a eu...
il y a Zootopia qui s'en vient, puis ça va être gros. Puis entre-temps, il y a de la place. Belle-mère est une sorcière fonctionne encore très bien. Devrait rencontrer le $1 million au box-office d'ici 1 ou 2 semaines. Fait que continuer. Puis c'est des super bonnes œuvres. Là, fait que de remettre ça. Ben, c'est pour ça un peu que ça sort, j'ai l'impression. Regarde, il y a 10 ans, il y a un trou, on l'offre. Puis c'est un film super cool à aller découvrir avec. C'est la force du cinéma comme Katak, sûrement, que quand ça va avoir 10 ans aussi, on va leur sortir parce qu'on va dire il y a des nouveaux enfants de 5 ans que ça peut être leur premier film. Fait que voilà pour ça. La semaine prochaine, j'ai quand même très très hâte au Running Man. Glenn Powell, Edgar Wright, ça a l'air quand même sauté et le fun. Si justement Predator, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter, j'ai hâte de découvrir ça. Et dans peut-être le moins plaisant et plus anxiogène, Keeper de Osgood Perkins, qui lui aussi tourne plus vite que son ombre. Fait que je sais pas si c'était juste l'alignement des astres, puis là c'est plus que genre 3 films en 2 ans, là, puis qu'après il va y avoir une plus longue pause, puis tous ces projets vont avoir été aboutis, puis il va falloir qu'il retourne à générer de nouvelles idées. Bref, d'ici là... puis on vous invite évidemment à aller écouter notre épisode spécial avec l'équipe de On sera heureux, qui s'écoute très bien avant, après votre film. Pas pendant, je le recommande. Pas pendant. Ça, c'est gênant. Donc, la semaine prochaine, on parle de ces films-là. Contactez-nous au balado@monciné.ca et suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province de Québec au Canada. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et si jamais votre conjointe a le libido dans le piton, aussi bien satisfaire ses besoins. Ça nous prendrait un code promo Eros et compagnie, comme tous les podcasts, là, Mon Ciné 15, voilà.